Ils sont heureux et pensent tout savoir. Pourquoi ce secret? Les gens sont intelligents et savent s'y prendre. Une personne peut être intelligente, mais les gens sont bêtes, peureux et dangereux. On savait que la Terre était le centre de l'univers, il y a 1500 ans. On savait que la Terre était plate, il y a 500 ans. Il y a 15 minutes, tu savais qu'on était seul sur Terre. Imagine ce qu'on saura demain. On n'a pas le temps pour un débat avec la société de la Terre plate. Ce sont des criminels, ces gens du programme spatial. Des nachouls. Certains continuent à croire que la Terre est plate. Si certains pensent qu'on n'a pas marché sur la Lune, tant pis. Je ne soulèverai pas le sujet dans ma conférence. La Terre plate, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai été contacté par des partisans de cette théorie, ils prétendent que je couvre ce complot Atlante. Ah, la NASA. On peut voir cette langue, belle et rouge, de serpent. Elle traverse le logo. Voici le drapeau des Nations Unies, et aussi le symbole de la Terre plate. Mais, seul un imbécile croit que la Terre est plate. Non, c'est ce qu'ils vous ont dit, que la Terre est une boule. L'Antarctique ne figure pas sur le drapeau. Il fait froid ici. Oui, c'est comme au pôle sud. Le bout du pôle sud? Oui, s'il existait. Mais il n'existe pas. Voici les nouvelles de la Terre plate. Le pôle sud n'existe pas. Ils savent que la Terre est plate. L'horizon reste plat, quelle que soit l'altitude. Les immeubles du centre de New York, Manhattan, et depuis Bear Mountain, New Jersey, à 100 km au nord de l'État. Où est donc cette courbure de la Terre? Pas de courbure en vue. Les immeubles ne sont pas inclinés. L'immeuble de l'Empire State est complètement vertical. Tout est tout à fait droit.
Sur la Terre plate, il n'y a pas de courbure. Bon après-midi frères et sœurs. Je vais vous montrer les preuves que vous vivez sur une Terre plate. Vous pouvez apercevoir Philadelphie sur l'horizon, d'une distance de 50 à 60 km. Apple Pie Hill, dans le New Jersey. C'est une impossibilité de plus qu'on puisse voir Philadelphie depuis environ 60 km. Samuel Burley Robotham, mieux connu dans la communauté scientifique, sous le nom de Parallax. En 1881, il publie ce livre. La Terre n'est pas un globe, relatant des dizaines d'expériences réalisées au cours de nombreuses années. Il devient rapidement l'ouvrage faisant autorité chez les partisans d'une Terre non sphérique. Ses expériences les plus frappantes furent celles réalisées sur le canal Old Bedford-Luvel, situé dans le Cambridgeshire en Angleterre. Le canal est parfaitement plat sur une distance de 10 km. Parallax y conduisit de nombreuses expériences, toutes dans un même but: démontrer que la surface de l'eau tout au long du canal est en effet parfaitement plane. Dans une de ces expériences, une barque dotée d'un drapeau rouge navigua entre deux ponts, séparés de 10 km. Un observateur avec un télescope, placé 20 cm au-dessus de la surface, constate que la barque et son drapeau restaient visibles tout le long du trajet. Si la Terre était une sphère de 40 000 km de diamètre, sur une distance de 10 km, le deuxième pont devrait se trouver à 4,9 mètres en dessous de la ligne de vision. Ici on peut voir New York à 100 km au nord de l'État. La montagne de l'Ours à 100 km et on peut voir la Freedom Tower. Et toujours pas de courbure. Voici une autre image depuis Harriman State Park, bien au nord, à 100 km de Manhattan. On voit bien la silhouette de Manhattan sur la Terre plate. Comment peut-on voir la silhouette de Manhattan, parfaitement plane, depuis 100 km? Comment? Sachez qu'il y a un endroit dans le New Jersey, le Washington's Rock, où, avec une bonne caméra, on peut apercevoir à la fois New York et Philadelphie, au même moment, dans deux directions opposées. New York et Philadelphie séparés par 200 km de distance. Pourtant, de Washington's Rock au New Jersey, New York et Philadelphie peuvent être vus au même moment, dans des directions opposées. La ligne d'horizon à droite et à gauche est plane. Que vous soyez grand ou petit, elle reste au niveau de vos yeux. Même si vous nagez dans l'eau, elle reste toujours au niveau de vos yeux. Même chose, si vous montez en ballon. Ceci n'est possible qu'à condition que l'horizon soit absolument plat. C'est une ligne plane à 360 degrés, à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Quelle que soit l'altitude à laquelle vous vous trouvez, c'est toujours plat.
l'horizon est toujours à hauteur des yeux. Où que vous soyez. Vous pouvez voir par vous-même, c'est plat à gauche et à droite. Alors, comment la moitié de cette distance peut-elle être courbe? Ces trois bateaux se trouvent à la même distance que vous. Mais celui qui se trouve en face, disparaît-il derrière l'horizon? Si la Terre était sphérique, tous les bateaux seraient inclinés vers l'avant par rapport à vous. Si vous vous teniez droit, plus les lignes verticales sont loin de vous, et plus, elles pencheraient en arrière de votre point de vue. Toutes les lignes verticales, à gauche comme à droite, feraient de même. Donc, en se dirigeant vers l'horizon, ce bateau devrait pencher vers l'avant, au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Mais ce n'est pas le cas. Les bateaux en mer se tiennent toujours droits, quel que soit leur éloignement. Un bateau traversant votre champ de vision, de droite à gauche, pencherait d'un côté, en longeant l'horizon. Regardez. Ont-ils l'air penchés? Ou ont-ils plutôt l'air bien droits, à un niveau bien plat? Le phare serait penché de côté et en arrière, par rapport à votre vue. Un phare utilise une lentille de Fresnel, afin de focaliser la lumière, en un rayon, et l'envoyer le plus loin possible. Si l'horizon était incurvé, la lumière pointerait vers le ciel. Et le bateau serait incapable de l'apercevoir. Car, il pencherait dans la direction opposée au phare. Des navires en mer ont aperçu la lumière d'un phare à 240 km. Comment est-ce possible? Étant donné que le phare est censé être sous la ligne d'horizon. Tous les bateaux, quel que soit leur angle, ou leur distance, voient la lumière en face d'eux. Ceci montre bien que la mer est plane. Ou est-ce dû à l'immensité de la Terre? L'artiste ne peut voir la courbure de la Terre? Non. Car l'angle d'un objet par rapport au sol ne change pas s'il grossit ou rétrécit. Parce que le sol est plat. Où que vous placiez le triangle, il garde sa forme et même angle par rapport au sol. Parce que le sol est plat. Toujours le même angle car le sol est plat. Personne n'a jamais photographié les pyramides penchées en arrière. Quel que soit l'angle, ou la distance, par rapport au photographe. Les ballons sont toujours parfaitement verticaux aux yeux de l'observateur. Quelle qu'elle soit la distance, qui sépare l'observateur du ballon. Et de même, il monte toujours à la verticale, où qu'il soit. Si la Terre était incurvée, les ballons auraient des angles différents. D'autant plus aigus, à mesure qu'ils s'élèvent. Et en s'élevant, ils s'éloignent de vous. Voici un panoramique, depuis une montagne élevée. Observez comment les nuages s'approchent et s'éloignent. Ils gardent le même angle vertical par rapport à vous. Ça veut dire que tout ce que vous voyez est 100% plat. Voici Dave, prenant un vol pour quelque part. Profitant de la vue à 10 000 mètres,
Au-dessus de la mer, Dave pense à l'équation de Pythagore pour calculer la distance de l'horizon. Le problème, c'est qu'il voit sa ligne de vision rester parallèle au sol. De sa fenêtre, il pense pouvoir noter la courbure de la Terre. Mais, c'est celle de sa fenêtre qu'il voit. Car pour voir la courbure, il faudrait que son avion soit plus gros que la Terre. Alors, comment se fait-il que Dave puisse voir l'horizon depuis sa fenêtre? Donc, si la Terre était une sphère, l'horizon serait sous la ligne de vue de Dave. Quelle qu'elle soit la grosseur de la boule, et la petitesse de Dave, il lui serait impossible de voir l'horizon derrière son hublot. Alors que l'avion maintient sa position parallèle au sol. Les pilotes sont conscients du fait que l'eau est toujours plane au-dessous d'eux. C'est une illusion dans laquelle chaque esclave est au sommet, regardant de sa hauteur tous les autres esclaves depuis sa position. C'est seulement lorsqu'on met toutes les perspectives ensemble, et tout le monde à la même hauteur, que la vraie Terre apparaît. C'est devant vous, en plein visage. Il y a des comédiens qui vont faire des blagues ce soir. Mais je vous parle de celles qu'on fait à vos dépens. J'ai bossé irrégulièrement pour la NASA, en freelance, sur des conceptions. Manager opérationnel des conceptions, pour la NASA. Voyons s'ils sont à mi-chemin de la Lune. Ou alors est-ce qu'ils ont tout simplement allumé des lumières dans la cabine et placé la caméra contre une fenêtre arrondie. Enfin, l'élément qui scelle leur sort, parmi les films d'Apollo 11. Qu'on a demandé à la NASA, pendant 5 longues années. Un joyau a été découvert, juste avant que la dernière touche soit mise à ce document. C'est une vieille bobine, reçue par erreur, contenant le film original, non traité, de l'équipage d'Apollo 11. Sur ce film, qui dure presque 1 heure, on voit Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. et Neil Armstrong mettre en scène une partie de leur mission. Sur ce film, la piste audio est tout à fait claire. On entend clairement des conversations à propos des techniques utilisées afin de truquer les images. Sur ces images, on voit la Terre au loin. C'est une séquence de film qu'ils ne pensaient même pas être enregistrée, et encore moins diffusée. On voit la caméra faire un zoom arrière, et la scène passait de l'extérieur à l'intérieur, où l'on voit les astronautes au travail. Et apparemment le bouton stop s'est déclenché, sans que l'on s'en aperçoive. Ici, on voit des lampes utilisées pour le contrôle de la caméra, dont la lumière est réfléchie sur les parois de la capsule. Ici, il retire une partie du cache, en forme de croissant. Et enfin on peut voir la vraie position de la caméra, et la planète Terre très illuminée, très proche derrière la fenêtre. La NASA
a récemment envoyé un appareil sur la Station spatiale internationale. Cet appareil convertit l'urine en eau potable. Il a fallu 10 ans pour le développer. Voici un recycleur d'urine de la NASA. Test 1, échantillon 1. C'est la première fois que l'urine est recyclée et sort de la machine. Ça permettra aux astronautes de recycler leur urine et sueur en eau claire et potable. Alors, l'échantillon 1, il donne une transparence en dessous de la moyenne. Mais goûtons pour voir. Burke. Poids. C'est de la pisse. De la pure pisse. Ces gens du programme spatial sont des criminels, des nachos, des trous du cul. Vous prétendez avoir marché sur la Lune? Ce n'est pas vrai. J'appelle un chat, un chat. Hors de ma vue. Vous êtes un lâche et un menteur. Et un voleur. Vous voulez que je vous cogne? Je veux que vous juriez sur la Bible et dire que vous avez bien marché sur la Lune. Je vous donne la chance de jurer avoir marché sur la Lune. Moi, je vais vous donner la chance de me foutre la paix. Pourquoi ne pas mettre un terme à ce débat en posant votre main sur la Bible et jurer avoir marché sur la Lune? Mais nous savons tous deux que cette Bible est probablement fausse. Vous parlez à la mauvaise personne. Parlez aux administrateurs de la NASA. Nous, on est des passagers. Écoutez, je ne frappe pas les gens. Mais je le ferai si vous ne sortez pas. Sortez de ma maison. Dégagez d'ici. Les ombres qui ne collent pas? Mais je m'en fous des ombres dont vous parlez. Des effets spéciaux? Exact. On a un film non monté, issu du centre spatial. C'est n'importe quoi. Monsieur Sibrel, vous ne méritez pas des réponses. Si vous montrez ça, en public, je vous traînerai en justice. Ok? Voici une séquence d'un film officiel de la NASA. Il montre la rotation de la Terre en accéléré. Vous remarquerez que les nuages ne bougent pas. Voici un transit de la Lune devant le Soleil. C'est le vaisseau époxy de la NASA. Distance par rapport à la Terre, 50 km. Si vous cherchez des images de la Terre vue depuis l'espace, vous tomberez sur cette image. Pourquoi on ne trouve que des images trafiquées de la Terre et d'autres animées par ordinateur, alors qu'on pourrait avoir de vraies photos? En clair, si vous cherchez des vues de la Terre depuis l'espace, il n'y en a pas. Elles n'ont jamais existé. Tout le monde pense que la NASA est un domaine de science. Alors, qu'en est-il de cette science? On n'a droit qu'à des images truquées. Des imageries en ruban. Pourquoi ont-ils besoin de faire ça? S'il y a des satellites en orbite, prenez donc ces photos tant attendues. Regardez ça. C'est censé être réel. Une prise de la Terre par Apollo 17. Ils s'en servent en permanence. Et personne ne se demande une seconde pourquoi c'est toujours la même image dans tous les livres scientifiques. Vous voyez cette super formation nuageuse? C'est ce qu'ils utilisent sur les couvertures des magazines. Et ils s'en servent encore aujourd'hui. Je l'ai vu il y a 3 semaines. Ils continuent à utiliser cette image pour représenter la Terre. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Photo? Tableau?
Photo ou tableau? Comment pourriez-vous faire la différence? C'est une photo officielle de la NASA. Que ceux qui pensent que c'est une photo applaudissent. Maintenant, que ceux qui pensent que c'est une foutaise applaudissent. Voici Pupapiria, une planète éloignée de Vénus. On peut voir la texture des cratères. Sur mon t-shirt, bien sûr. Toutes ces images sont censées être vraies. Elles sont d'Apollo 17. En gros, si vous cherchez de vraies images de la Terre depuis l'espace, vous trouverez ça. Et d'autres photos d'Apollo. Au fait, depuis quand date l'émission Apollo? De 1961 à 1972. Si on cherche des images récentes, comme la Blue Marble de 2012, on trouve un composite. Mais pas une vraie photo. La NASA l'admet. Elle vous dit que c'est un composite. C'est le boulot de Simon. C'est surtout de prendre des données et d'en tirer des images. C'est un composite créé à partir de données de plusieurs instruments, ensuite transformé en images. La NASA parle de composite. Si vous cherchez des images de la Terre, vues depuis l'espace, et même si tout le monde pense que la NASA fait de la science, vous allez trouver composite sur composite. Même le Blue Marble est composite après composite. Ils ne sont même pas capables de vous donner quelques images depuis l'espace. Ils ne veulent pas se déranger pour en faire au moins 20 ou 50. Ils s'en foutent de ce que vous pensez. Ils n'ont pas à vous montrer d'autres images de la Terre. Ils n'en ont pas besoin. Personne ne les interroge. C'est ça. Cette image est dans chaque bouquin scientifique. On ne peut pas faire plus faux. Et ils continuent à l'utiliser, car elle est censée être vraie. Contrairement à leur composite, qu'ils n'utilisent pas souvent. Ils se servent de celle-ci. Entre chaque orbite, certaines sont peintes. C'est du Photoshop. Mais, il faut que ça soit du Photoshop. Bien sûr qu'il le faut. Allez vous faire foutre. Il n'y a pas de photos de la Terre, prises depuis l'espace. Et ceci vous montre que les satellites GPS n'existent pas. Car, si ces satellites existaient, il y aurait des photos de la Terre. Ils auraient les moyens de les prendre. Même si les voyages spatiaux étaient réalisables. Ce qui n'est pas le cas, il n'y aurait aucune raison d'utiliser des satellites, afin de délivrer des communications radio. Ce serait même stupide. Les communications radioterrestres voyagent sur des milliers de kilomètres. Les ondes radio courtes en sont l'exemple. Ne réalisez-vous pas? Ceci n'est pas réel. C'est un dessin. Les gens pensent être capables de voir des satellites dans l'espace. Vous les voyez? Moi pas. Je vois des avions et des étoiles. Quelle est la taille de ces satellites? Celle d'un bus, peut-être? Prenez maintenant les avions commerciaux. Ils sont plus gros qu'un bus, et ils volent à 10 km d'altitude. Ok. L'orbite basse terrestre est à 160 km. C'est ce qu'ils disent. Pensez-vous vraiment être capable de voir un bus à l'œil nu, à 160 km? Regardez ceci. La position en temps réel de 13 000 satellites. Waouh! Il y en a partout.
Waouh! Et d'un. Voici une vidéo officielle de la NASA. Honnêtement, pensez-vous que c'est la réalité? Une vidéo d'astronautes dans l'espace est indiscernable des vidéos réalisées dans les avions zéro gravité. Une sortie dans l'espace d'un taïkonaute. Une bulle d'air s'élève dans l'espace. Une totale escroquerie. Ici, on voit quelque chose cogner contre le casque, sur la station spatiale. Et une bulle d'air s'élève. Voici, une sortie de la NASA. Elle date d'un mois. Et encore une bulle avec une trajectoire bizarre. En réalité, ils sont dans une piscine. La bulle monte en courbe, car l'eau n'est pas stable. Il y a des remous. Ici, c'est la station spatiale internationale. Les astronautes se sont fait prendre, avec des bouteilles de plongée. Dans l'espace. C'est hallucinant. Comment ils arrivent à se foutre de nous, et s'en sortir. Ces sorties dans l'espace en piscine, sont de grossiers montages. Ces soi-disant sorties dans l'espace, sont impossibles à réaliser. Regardez cette idiote. Une fausse astronaute. Cette comédienne, se tient devant un écran bleu. L'écran bleu, c'est pour truquer les images. L'arrière-plan ne bouge pas. Remarquez, le câble non plus, ne bouge pas d'un poil. Dans la réalité, l'air est censé circuler dans la station. Derrière la comédienne, c'est juste une capture d'écran, qu'il colle sur un écran bleu. La permanente sur sa tête. C'est pour rajouter à la supercherie. Ceci est une vidéo, qui montre l'absurdité de leur coupe de cheveux. Elles se font faire des permanentes. C'est ridicule. Leurs cheveux restent fixes. Le public ne remarque pas que ce sont des permanentes. Les femmes de la station, sont ridicules. Avec leurs cheveux laqués. Comme vous voyez, en zéro gravité, les cheveux flottent naturellement. Librement. Ils ne gardent pas une position fixe. Et pourtant, quand on les voit sur l'ISS, les cheveux de ces femmes, gardent la même posture, sur leur tête. Et ne flottent pas, dans tous les sens, comme ils devraient. Voici, la perm lady. Regardez-la bien. On dirait Méduse. Ne serait-ce pas des serpents, qui sortent de sa tête? On appelle ça, une permanente, nid de serpent. On est plutôt cool. Là-dedans, tout le monde a un stylo. Encore une idiote. Avec des cheveux tout rigides. Et c'est aussi une permanente. Regardez comment ses cheveux, reviennent toujours dans la même position. Ridicule. Regardez encore cette idiote. C'est certainement une sataniste franc-maçonne, ou un truc du genre. Il faut ce genre de candidat, pour réaliser de telles supercheries. Ils sont tenus de garder le secret, quoi qu'il arrive. Ils prêtent serment avant leur engagement. Ce sont de vrais enfoirés.
C'est l'Académie nationale des acteurs de l'espace. Les astronautes ne sont pas admis. Refusé. Regardez bien l'ascension des fusées. Elles ne montent pas à la verticale. La navette commence à pencher vers le bas. Elle se met ensuite parallèle au sol, pour enfin piquer du nez. « 25 000 mètres maximum. » La NASA nous ment. Surtout ce qu'elle trafique.
le poids et le mouvement d'une personne qui se trouve sur un bateau se répartissent sur la surface de l'eau. Lorsque la personne bouge, son poids se répartit, et donc fera tanguer le bateau. De même, si le bonhomme est dans l'espace, et s'il fait le moindre mouvement, il va tourner dans tous les sens. Et tout mouvement, exécuté pour corriger le balancement, aura pour résultat la perte totale du contrôle du bateau. Changer la forme du bateau ne changera pas cette situation. Et si vous ajoutez un moteur de fusée à son bout, ça ne le fera pas voler vers la Lune. Ça va juste le secouer encore plus violemment. Dans l'espace, on ne peut ni se diriger, ni s'arrêter, ni mesurer la vitesse, ni les distances. Pourtant, la NASA dit qu'elle a réussi à arrimer ces deux capsules dans l'espace. Sans effort. Juste comme ça. La NASA a des salades à vendre. Y a-t-il des preneurs? Ensuite, c'est la gravité terrestre qui les ramène sur Terre. Et quoique l'attraction du Soleil soit plus forte, c'est celle de la Terre qui l'emporte. Mais, il n'y a aucun problème. Les célébrations dans la salle de contrôle vont s'en charger. La NASA vous prépare un mauvais gâteau, et vous invite à l'apprécier. La Lune voyage à des milliers de kilomètres à l'heure. Mais, ça ne pose aucun problème à la NASA. Ils peuvent orbiter et allunir sans problème. Leur engin passe d'une vitesse vertigineuse à 0, en 1 seconde. Waouh! Juste comme ça. Sans problème. Ensuite, les cris de joie fusent dans la salle de contrôle pour couronner la supercherie. Sur une vidéo de la NASA, filmée depuis la capsule au sol lunaire, les ombres bougent. Mais le sol reste dans la même position. Pas de secousse, ni tremblement, ni rotation? C'est une vidéo diffusée par Télé-Réalité, la chaîne la plus chère au monde, conçue spécialement pour un public abruti. Observez les rayons du soleil au moment de son coucher. Regardez l'inclinaison des rayons de la lumière du soleil. Quelle est l'idée que va se faire l'artiste sur la position du soleil? Oubliez un instant vos préjugés, et regardez attentivement cette image. Qu'est-ce que vous en déduisez, à propos de la position, et de la distance du soleil par rapport à la surface de la mer? Ajoutons un triangle équilatéral de 60 degrés, et faisons-le tourner.
La profondeur, et l'angle des rayons, indiquent à l'artiste, que le Soleil, est tout près. Et non pas à 150 millions de kilomètres. On reviendra là-dessus plus tard. Observez cette fois, l'angle de ces rayons du Soleil. Si le Soleil était vraiment à 150 millions de kilomètres, ces rayons auraient tous le même angle, celui de votre point de vue. On devrait voir ceci sur le paysage, aussi loin que soit à la portée de la vue. Observez les nuages. Vous voyez comment sont les rayons? Ils ne suivent pas les lignes de la perspective. Tout cela prouve bien que le Soleil n'est pas trop loin au-dessus des nuages. Il est impossible qu'il soit à des millions de kilomètres. Si c'était le cas, ces rayons seraient tous alignés en parallèle. Comment ces rayons peuvent-ils être alignés, alors ceux qui sont près de vous, traversant les nuages, ne le sont pas? Ces rayons doivent tous garder la même direction de projection. En observant le dernier rayon du Soleil, à la surface de l'océan, je me suis demandé comment il peut s'étendre de l'horizon jusqu'à mes pieds. Cette lumière ne peut pas prendre une ligne droite sur une Terre globe. Le rayon de lumière ne peut pas s'incurver sur un globe quand le Soleil se couche derrière la boule. Pour que la lumière puisse m'atteindre de cette manière, il faut que la surface de l'océan soit tout à fait plane. Je remarque aussi que la lumière me suit partout, depuis l'horizon. Ce n'est possible que si l'horizon est plane, et non courbé. Souvenez-vous, vous êtes en train de regarder le Soleil en face. Donc, si le Soleil était à 150 millions de kilomètres, sa lumière ne pourrait pas se refléter sur l'océan. Et par conséquent, la lumière du Soleil vous éblouira les yeux, car elle serait juste en face de vous. La lumière du Soleil ne se refléterait pas sur l'océan. Le Soleil serait au-dessus de vous, et vous serez éclairé de haut en bas. Et en s'éloignant de vous, il reste toujours au-dessus.
Observez votre ombre, lorsque le soleil se couche. Elle va s'allonger et s'assombrir. Cela montre que le soleil au-dessus s'éloigne de vous. Et votre ombre ne se détachera pas du sol à aucun moment. Si vous pensez que la Terre est une sphère en rotation, tenez-vous près d'un mur. Au coucher du soleil, l'ombre va monter le long du mur, au fur et à mesure que l'angle de la lumière du soleil change. Comme il y a 360 degrés dans un cercle, les artistes ont compris que s'il y a deux personnes sur un même plan, observant un même objet à 60 degrés d'elle, alors la distance entre ces deux personnes est la même que celle qui les sépare de l'objet qu'elles observent. Ils ont caché ces principes de base, de la perspective et de la géométrie. Ils ont répandu de fausses informations, pour tromper les gens. Ce symbole, n'a-t-il pas l'air familier? C'est comme ça qu'ils opèrent. Voici une photo de la Voie lactée, présentée par la NASA. Le Soleil est trop petit pour être visible. Alors, comment ce cliché a-t-il été pris, si la galaxie ne peut être vue à des millions de kilomètres? Pourquoi personne ne la voit de la Terre, si le centre est des milliards de fois plus gros et plus lumineux que le Soleil? Si la Terre est ronde, quelqu'un devrait pouvoir voir le centre à l'œil nu. Observons le Soleil de minuit dans l'Arctique, au solstice d'été, à partir du 65e parallèle. On voit qu'il ne se couche pas pendant des jours. On le voit juste monter et descendre toutes les 12 heures. Donc, si la Terre était un globe et tournait autour du Soleil, les seuls endroits où cet effet pourrait être possible seraient les pôles. Quel que soit le point sous 89 degrés latitude, on ne pourrait jamais apercevoir le Soleil 24 heures d'affilée, quelle que soit l'inclinaison. Dans le cas contraire, il vous faudrait voir à travers des kilomètres et des kilomètres de terre et d'eau pour voir la révolution entière. Le Soleil de minuit est visible au cours des étés arctiques, car le Soleil tourne suffisamment près du pôle pour rester au-dessus de l'horizon, vis-à-vis de quelqu'un qui s'y trouve. Au sud, durant l'été arctique, le Soleil disparaît complètement pendant 2 mois, car le Soleil est trop loin pour être aperçu. Si la Terre était ronde, et tournait autour du Soleil à vitesse constante, les jours et les nuits feraient 12 heures, durant toute l'année. Le fait que ce ne soit pas le cas, montre que la Terre n'est pas une sphère qui tourne. Les 4 saisons sont-elles dues à la rotation de la Terre autour du Soleil? Est-ce que ça correspond à ce que nous constatons dans la vie de tous les jours? Le pôle sud devrait fondre, puis se reconstituer du côté froid. Tout comme le pôle nord, lorsque la Terre est à droite du Soleil. Six mois plus tard, la situation serait inversée. La Terre passant à gauche du Soleil. Rappelez-vous que le côté illuminé, c'est le jour.
le côté sombre c'est la nuit. Donc, le jour et la nuit devraient s'inverser tous les 6 mois, si on prend le 1er septembre à midi. 6 mois plus tard, soit 182 jours. Et un tour de 360 degrés, il sera maintenant minuit. Du 1er septembre à midi, 3 mois plus tard, soit 91 jours, midi, devrait être minuit. Et après 6 mois, midi, serait alors le lever du soleil, au lieu du coucher. Pour que la Terre se retrouve dans la direction opposée, l'orbite devra tourner de 180 degrés, toutes les 180 révolutions. Tous les 6 mois, la pleine lune et la nouvelle lune devraient interchanger. Tous les 6 mois, chaque croissant devrait passer à la position opposée. Voici les différentes phases de la Lune, créées par le Soleil, au fur et à mesure qu'elle tourne autour de la Terre en 30 jours. Ces phases sont invariables, jour après jour, mois après mois. Voici les phases de votre perspective. La pleine Lune, du côté opposé au Soleil. Suivant la vue en perspective, vous voyez la Lune tourner. De là où vous êtes, vous allez voir ceci. Mais si la Lune tournait autour de la Terre et du Soleil, les phases ne resteraient pas les mêmes. Ce serait impossible. Lorsque la Lune serait à l'opposé du Soleil, au bout de 6 mois, les phases s'inverseraient. La pleine Lune devient nouvelle Lune, et vice-versa. Les formes des phases, telles qu'on nous les a enseignées, seraient impossibles. Après une rotation complète, la Lune sera dans la même position, tout le long de son parcours autour du Soleil. Son angle restera constant, à chaque révolution de 360 degrés. Donc, les phases ne peuvent rester constantes, à chaque cycle de 30 jours. Voici une pleine lune, que vous pouvez observer en plein jour. Cet artiste est en train de peindre la scène. Il se demande, comment peut-on voir une pleine lune, en plein jour? Cette dernière, qui est à 400 000 km de la Terre, est juste en face du Soleil, qui lui, est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Alors que normalement, vue depuis la Terre, la Lune devrait être complètement noire. Étant donné que le Soleil est directement derrière la Lune. La lumière du Soleil éclairera le côté de la Lune, au fur et à mesure que la Lune tourne autour de la Terre. Donc la Lune ne peut être pleine que lorsqu'elle se retrouve derrière la Terre.
Et comme l'artiste est du côté éclairé de la Terre, côté jour, la pleine lune devrait se retrouver derrière la Terre. Il est donc impossible pour l'artiste de voir une pleine lune dans la journée. L'artiste sait que la Terre n'est pas une sphère. Car, si une personne sur l'équateur prend une photo, la lumière sera au-dessus de la Lune. Nous voyons tous la lumière qui frappe la Lune sur son côté. Il n'y a qu'une possibilité, pour l'artiste, de voir la pleine Lune le jour. C'est lorsque la Terre est plate, et que le Soleil et la Lune ont des orbites similaires. Et que le Soleil se trouve en face de la Lune. Les étoiles ne se déplacent jamais, les unes par rapport aux autres. Elles gardent toujours les mêmes distances. Et les mêmes positions. Dans certaines parties de l'hémisphère sud, on peut observer la croix du Sud durant toute l'année. Tout comme dans l'hémisphère nord, on peut observer Polaris durant toute l'année. À cause de l'inclinaison de la Terre, par rapport au Soleil de 23 degrés, il est impossible à des personnes, les uns au nord, et les autres au sud, d'avoir le même angle de vision des étoiles. Après une demi-révolution autour du Soleil, soit 180 degrés, la Terre sera décalée de plusieurs millions de kilomètres de Polaris. Il faudrait que l'angle de la Terre change en permanence, pour que l'étoile du Nord puisse se maintenir au-dessus du pôle Nord. Donc, si les gens du Nord voient Polaris au-dessus du pôle Nord, les gens du Sud ne peuvent voir la croix du Sud à la même heure. Voici des photos de la course des étoiles, prises à des latitudes moyennes. Toutes les étoiles forment des cercles parfaits autour de Polaris, l'étoile du Nord située au-dessus du centre de la Terre. La NASA et l'astronomie expliquent que cette course des étoiles est due à l'effet de la rotation de la Terre. En revanche, les géocentristes et les anciennes civilisations pensent que la Terre est fixe, et que ce sont les étoiles qui se déplacent. Et vous en pensez quoi? Si la Terre tournait vraiment sur elle-même, le seul endroit à partir duquel on peut observer un tel phénomène serait de se placer juste au pôle Nord, sous Polaris. Si vous êtes à un autre endroit sur Terre, vous verrez les étoiles voyager horizontalement à travers le ciel. Il serait donc impossible de prendre une telle photo à des latitudes moyennes. Pour que cet effet soit à la cause de la Terre, il faudrait que cette dernière se déplace comme ceci. Vous voyez comment les étoiles forment des cercles parfaits autour de Polaris. Placé au-dessus du pôle Nord, Polaris est le centre de l'univers, autour duquel tout tourne. La NASA prétend que Polaris est à 3,2 milliards de kilomètres de la Terre. Et la Terre tourne autour du Soleil à 108 000 km à l'heure. Et tout le système solaire se déplace autour de la Voie lactée à 800 000 km à l'heure. Et enfin, la galaxie elle-même fonce dans l'univers à 1 800 000 km à l'heure. Qu'est-ce qui fait que Polaris se maintienne toujours fixe au-dessus du pôle Nord? Si on comprend bien, elle copie tous les mouvements de la Terre. La rotation, l'inclinaison, les spirales, le déplacement à grande vitesse, ou bien la Terre est fixe. Et que ce sont les étoiles qui exécutent des rotations, comme on peut le constater autour de nous. Comment un photographe peut-il prendre des photos en exposition longue, s'il se tient sur une Terre en rotation?
Toutes les étoiles sont à des distances différentes de votre point d'observation. Au fur et à mesure que vous vous déplacez, tout changera de place en permanence. Mais ce n'est pas le cas. Les étoiles restent fixes dans leur position relative, jour après jour, année après année. La seule explication, c'est que vous ne bougez pas, et l'univers est une sphère qui se déplace autour de vous. Comment un photographe peut-il prendre des photos du ciel la nuit, s'il se tient sur une sphère en rotation? Est-ce parce que la Terre tourne? On sait que le photographe ne tourne pas. Il se tient fixe. Alors, soit c'est l'univers qui tourne, soit, il se tient debout sur une Terre qui tourne. Mais ce n'est pas possible, car son axe d'orientation devra s'aligner avec celui de la Terre, en se tenant, soit au pôle Nord, soit au pôle Sud. C'est les seuls endroits possibles, où il doit se tenir, afin de suivre la rotation de l'axe de la Terre. Et encore, une personne placée sur l'équateur, ne tournera pas avec l'axe de la Terre, mais poursuit une course folle, de 1600 km à l'heure. À l'équateur, cette personne ne tournera pas autour de l'axe de la Terre. Alors, comment deux personnes peuvent-elles pointer leur objectif sur Polaris, et obtenir une image des étoiles, tournant dans le ciel de la nuit? Elles devraient se trouver, sur une même surface plane. Et que c'est l'univers, qui tourne autour d'elles. Certains prétendent avoir photographié les étoiles, des pôles Nord et Sud, depuis l'équateur. Pour cela, il faut que la Terre soit plate. Sinon comment les étoiles des deux pôles peuvent-elles être au-dessus de l'horizon? Sur Terre globe, on ne peut réaliser de telles photos, et faire un ralenti panoramique à 360 degrés, et obtenir les deux pôles en images. Il semble que l'univers entier, avec le Soleil et la Lune, est une magnifique horloge, créée pour nous, au-dessus de la Terre. En fait, c'est une magnifique horloge, composée par le Soleil, la Lune, et tout l'univers, qui a été spécialement conçu pour nous, afin qu'on puisse faire le compte, des jours, des mois et des années. Comment se fait-il que les pistes d'atterrissage peuvent être orientées vers n'importe quelle direction, sans que cela ne soit un problème pour les avions? Ces derniers atterrissent toujours parfaitement bien. Alors que l'aéroport se déplace à une vitesse de 1600 km à l'heure, dans une autre direction. Un avion ne peut atterrir en toute sécurité que sur une piste qui ne bouge pas. Le déplacement et l'orientation de l'avion sont en fonction de la voie sur laquelle il doit atterrir. L'atterrissage est donc impossible sur une piste qui se déplace à un angle et une vitesse différente.
l'avion ne pourra jamais atterrir en un seul morceau. Un vol entre l'Afrique et l'Australie dure en moyenne 12 heures. L'avion doit donc effectuer une rotation entière autour de la Terre. Les passagers auront droit à un jour et une nuit pour atterrir assez tôt le lendemain matin. Et tout ce trajet aura pris 12 heures. La Terre effectue une demi-rotation en 12 heures. Mais un avion qui décolle tôt le matin depuis l'Afrique arrive en Australie au coucher du soleil après 12 heures de vol? Il n'y a qu'une explication à ça. La Terre est fixe, elle ne tourne pas. Prenons l'exemple de deux avions qui parcourent une même distance et volent à la même vitesse. L'un se dirige nord-sud et l'autre est-ouest, et vice-versa. Ça ne peut se réaliser que sur une Terre fixe qui ne bouge pas. Et si vous dites que l'atmosphère et l'avion bougent avec la Terre, voyons voir. L'avion volera de côté. Distance à l'origine. Maintenant, le même avion, se dirigeant vers l'est. L'avion vole en arrière, puis change d'orientation, pour faire face à l'aéroport. Dans cet exemple, les avions bougent avec l'air et la Terre. Ceci nous confirme que la Terre ne tourne pas. Cet avion se déplace avec la Terre et vole vers le nord-est. La flèche bleue indique les changements d'orientation constants que le pilote doit effectuer pour atterrir dans l'angle de la piste. Le pilote doit changer de direction en plein vol. Au fur et à mesure qu'il tourne, le déplacement de l'avion va passer de vers l'avant à vers l'arrière, tout en gardant la même vitesse. L'avion ne peut pas voler si en plus, le vent vient de l'arrière. Un avion tournant au-dessus d'un aéroport doit toujours voler plus vite vers l'est et ralentir en allant vers l'ouest, tout en changeant d'orientation. Imaginez la terreur des passagers. Non. La Terre ne bouge pas. Elle est fixe. Regardez dehors par l'hublot d'un avion. C'est votre mouvement avec celui de l'avion que vous observez. Si l'avion bougeait avec la rotation terrestre, vous pourriez voir le déplacement de la Terre en dessous de vous. Pensez-vous qu'un oiseau qui vole à 1600 km/h arrivera à changer d'orientation et de direction en plein vol? Et cela, sans que la force centripète ne lui arrache au moins une plume? Non. C'est un complot dont vous n'avez pas connaissance.
Vous avez été entraîné, programmé, mais pas éduqué. Et cela, depuis votre tendre enfance. Alors, qui est en train de vous tourner la tête? C'est la même organisation qui a toujours trahi l'humanité. Ils prennent leurs pieds, pendant que nous autres, nous souffrons, sous leur oppression. On vous manipule. On vous trompe. On vous ment, pour vous faire croire que vous êtes seul maître de votre destin, de votre vie, de votre choix. On vous ment pour mieux vous contrôler. Grâce à la photographie en accéléré, on a augmenté considérablement la vitesse de ces nuages. Alors qu'ils dérivaient au-dessus des montagnes, à 44 km/h. Ces nuages donnent l'impression de se déplacer à 160 km/h, soit 4 fois leur vitesse normale. Si les nuages étaient stationnaires, et que la Terre tournait, ceci vous donne une idée sur le comportement des nuages. Et ceci, si la Terre tournait à 160 km/h. Pourtant, on nous dit que la Terre tourne à 10 fois cette vitesse. Ceux qui maintiennent que la Terre est un globe en rotation, suggèrent que les gens sur l'équateur tourbillonnent à 1600 km/h. Ils prétendent également que la Terre tourne autour du Soleil à 108 000 km/h. Et que le Soleil à son tour tourne autour de la galaxie à plus d'1 million de km/h. Pourtant vous et moi, nous savons qu'il est possible de se tenir dehors, sans que nos cheveux ne bougent d'un poil par le vent. Il est impossible que l'atmosphère terrestre tourne. Sinon, elle ne se déplacerait pas en ligne droite. Elle tournerait alors autour d'un barycentre. Et du coup, l'air proche du sol se déplacera toujours plus lentement que celui du plus haut. Les feux d'artifice et la pluie, tels que nous les connaissons, seraient impossibles. Une rotation de 1600 km/h donnera le résultat d'un vent plus rapide à l'équateur que les vents des deux pôles. Considérons le fameux projet de Red Bull, réalisé par l'Autrichien Felix Baumgartner, l'homme qui a sauté en parachute depuis la stratosphère, à une altitude de 36 km. Cet homme a battu le record de chute libre, le 14 octobre 2012, à Roswell, au Nouveau-Mexique. Son ascension a duré 3 heures, pour atteindre la stratosphère. La surface terrestre tourne à 460 mètres par seconde à l'équateur. Félix aurait dû toucher Terre à 4000 km à l'ouest. Alors, où est-ce qu'il a atterri? « 70 km à l'est. Mettez les pieds dehors. Si vous sentez la tête qui tourne, consultez un médecin sans tarder. Non. Rassurez-vous. La Terre est fixe, elle ne tourne pas. Et si la Terre tournait vers l'est? Soit deux avions, l'un se dirigeant vers l'est, et l'autre vers l'ouest. Si l'atmosphère tournait en même temps que la Terre, les nuages se déplaceraient à 460 mètres par seconde. Mais les particules d'eau restent fixes.
l'avion qui va vers l'est voyagera plus loin que celui qui va vers l'ouest. Même si l'atmosphère et les nuages bougent avec la Terre, ça n'affectera pas la distance du voyage. Voici des vols vers le côté opposé de la Terre. Ils font la même distance, la même vitesse, sur la même durée du voyage. Si la Terre tourne, l'avion allant dans le même sens que la Terre va voyager plus vite que l'avion allant dans le sens contraire. Si on attache la rotation de la Terre et de l'atmosphère aux avions, le déplacement ne sera pas le même pour les deux avions. Voici un vol de Los Angeles-Tokyo. La distance est de 8804 km. Les vols vers l'ouest et vers l'est font toujours les mêmes distances. Ceci est rendu possible parce que la Terre est stationnaire, et que c'est le Soleil qui tourne au-dessus d'elle. Les animations sont des rotations de 360 degrés, sur un cycle de 24 secondes. Si un avion quitte Los Angeles à midi, il arrive à Tokyo 10 heures plus tard. Il fera jour toute la durée du vol. Distance parcourue, 8804 km. Vitesse moyenne, 880 km à l'heure. Arrivée, 16 heures locales. Durée du vol, 10 heures. Vol retour, départ de Tokyo, 16 heures. Arrivée Los Angeles, le lendemain à 8 heures. Il fera nuit, peu après le départ. Distance parcourue, 8804 km. Vitesse moyenne, 880 km à l'heure. Arrivée, 8 heures locales. Durée du vol, 10 heures. Conclusion, les vols ne peuvent faire la même distance que si la Terre est fixe. Admettons que la Terre tourne vers l'est, pour que le vol vers le Japon prenne 10 heures. L'avion devrait voler en arrière. Qu'est-ce qui se passe si la Terre tourne vers l'est, le vol retour, vers Los Angeles? Distance parcourue, 24 000 km. Vitesse moyenne, 2400 km à l'heure. Ce qui est impossible pour un vol commercial. Arrivée, 16 heures locales. Durée du vol, 10 heures. Prenons un vol, vers l'est de Dulles, à Madrid. La Terre étant stationnaire, de Washington à Madrid, nous avons durée, 7 heures. Distance, 6134 km. Sur un vol de 7 heures, on atterrirait à 19 heures. Presque tous les vols USA, Europe, partent le soir et arrivent le matin. Le vol retour décolle à midi. Arrivée à Dulles, 14 heures. La distance et la durée collent avec la réalité, sur Terre stationnaire. Si la Terre tournait, le vol retour ferait 2500 km, et prendrait 3 heures. Ok. Vous pensez donc
que ces gens peuvent frapper, lancer, taper sur une balle dans la direction qu'ils veulent? Et cela, quelle que soit leur vitesse et position sur une surface en rotation? Dans n'importe quelle direction à des vitesses variées, sur une surface en rotation? La Terre n'est pas en rotation. Elle n'est pas penchée non plus. Ou en mouvement à grande vitesse. Comme la NASA veut nous le faire croire. La Terre est fixe. Le Soleil, la Lune et les étoiles sont en mouvement autour de nous. Tout juste comme on les voit. Vous avez subi un lavage de cerveau.